Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on va parler de la Tevo Little Monster. Je veux vous raconter un peu mon progrès. Ça fait une quinzaine de jours, je pense que je l'ai maintenant. Puis là, enfin, je réussis à avoir des résultats qui sont satisfaisants. Donc, on va regarder du premier truc que j'ai imprimé, en passant par mes échecs. Puis ensuite, on va aller en améliorant, expliquer qu'est-ce que j'ai changé et comment j'ai fait pour arriver à quelque chose qui me satisfait. Comme je vous ai dit, la Tevo Little Monster, c'est pas nécessairement la plus facile pour, par exemple, un débutant. Faut quand même comprendre un peu comment ça marche. Donc maintenant, depuis que j'ai cette imprimante-là, ça m'a forcé à apprendre beaucoup de choses que moi, je laissais juste ces paramètres-là par défaut habituellement, puis ça fonctionnait avec mes autres imprimantes. Et ça fait que maintenant, je commence à quand même bien connaître l'imprimante. Je commence à savoir quels paramètres vont influencer quel aspect de mon impression 3D au final. OK, déjà, qu'est-ce qui est très important, c'est les ajustements. Donc, comme je vous ai dit dans une des vidéos précédentes, il faut très bien ajuster les chariots. Et moi, en fait, l'ajustement des chariots, c'était beaucoup plus un problème que ce que je pensais. J'avais un chariot qui était super difficile à faire bouger et les autres étaient tout à fait convenables et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est que j'avais mal compris comment l'ajustement fonctionne. Donc, ça, c'est un chariot. Et en fait, je vous amène vers mon petit tableau. Donc, ignorez cette partie-là pour l'instant, on en reparle tout à l'heure. Je vous mets ici une photo du chariot que j'ai prise avec mon téléphone. Et ici, j'ai le mode d'emploi, donc pour voir le chariot, comment c'est fait. Donc, on voit ici, c'est le derrière et comme ça, c'est le devant. Donc, comme ça, c'est ce qu'on voit ici. OK? Et puis, l'ajustement des chariots, en fait, ça dit qu'il faut serrer la eccentric knot. Donc, si je zoome ici, adjust eccentric knot. Ce truc-là ici et ce truc-là, c'est ça ici. Parce que si on regarde, ici, on a une eccentric knot. Ici, on en a une, mais de l'autre côté, on n'en a pas. C'est juste des genres de petits spacers cylindriques. Et moi, ce truc-là, je me disais, c'est pas compliqué. Probablement que quand on le tourne, c'est sûrement un truc comme ça, avec des filets dedans. Puis probablement que plus je le serre d'un côté, plus ma roulette, elle va sortir vers l'extérieur. Ou plus je le serre de l'autre côté, plus ça va la ramener vers l'intérieur. Je pensais que ça ferait juste modifier l'espacement entre la plaque de métal et la roulette. Donc, pour l'ajuster dans le guide en métal. Donc le guide, je parle du châssis, en fait, là, le bout qui est noir ici en métal. Mais en fait, non, la eccentric knot, elle fonctionne pas du tout comme ça. Laissez-moi modifier mon dessin. La eccentric knot, en fait, elle ressemble à ça. Et j'ai fait exprès de ne pas mettre mon petit cercle au milieu. Le cercle est effectivement pas au milieu. Et en fait, si on regarde encore sur ma petite photo sur mon téléphone, vous pouvez voir qu'à gauche, la vis, la tête de la vis, elle arrive au même niveau que la plaque de métal. Même chose en bas, mais ici, regardez, on a de l'espace autour de la vis. Et en fait, ce qui se produit, c'est que quand je vais faire tourner ça, ça ne change pas l'espacement, sauf que quand je fais tourner ça, ça va en fait changer le centre du milieu de la vis, en fin de compte. Donc, la vis, elle va aller un petit peu plus à gauche ou un petit peu plus à droite. Et ce que ça fait, c'est que les roulettes, elles vont s'espacer, donc soit elles vont s'écarter l'une de l'autre, soit elles vont se rapprocher. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est super facile de comprendre que plus les roulettes sont proches, plus ça va être facile de bouger le chariot, plus elles sont éloignées, plus ça va être difficile de bouger le chariot. Là, vous le voyez encore mieux ici, là, maintenant qu'on n'est pas sur une photo, l'espacement donc entre la tête de la vis et la plaque de métal. Donc là, c'est un petit peu flou, je suis désolé. Moi, ce que j'ai trouvé qui fonctionne super bien, c'est je rapproche le plus possible les roulettes. Ensuite, je le mets dans le guide, puis je regarde avec mon doigt, est-ce que je suis capable de faire tourner la roulette sans que la plaque, elle bouge. Ensuite, j'écarte les roulettes l'une de l'autre graduellement jusqu'au moment où est-ce que je puisse plus faire tourner la roulette sans que ça bouge la plaque. Donc regardez, si je fais tourner la roulette en ce moment, elle ne tourne pas dans le vide, ça fait bouger la plaque et ça fait donc bouger cet axe-là. Même chose en dessous. Donc, vous voulez que chaque roulette soit assez serrée pour qu'elle ne tourne pas dans le vide, mais vous voulez pas que ça soit trop serré non plus et que ça soit forçant. On veut quand même que ça soit assez facile à faire bouger. Comme ça, le moteur ne force pas. Et si tous vos chariots sont bien ajustés, donc il faut qu'ils soient à peu près aussi faciles à faire bouger les uns que les autres, ben ça fait que les moteurs vont forcer de façon égale et votre tête d'impression va aller aux bons endroits. Donc vous voyez, quand j'essaie de faire ce cube-là, je ne sais pas si ça paraît bien à la caméra, mais c'est pas exactement
un cube, c'est pas des angles droits à chaque coin. Regardez ce coin-là, comment il est plus étiré que les autres. Donc, ça faisait des problèmes assez étranges. Donc, ça, c'est quelque chose à bien ajuster. Aussi, il faut bien ajuster les courroies. Donc, c'est très important aussi. Faut pas que ça soit trop serré, que vous n'êtes même pas capable de les toucher ensemble. Parce que si c'est trop serré, ben, ça peut finir par s'étirer. Vous allez les endommager. Faut que ce soit juste assez serré pour pas que ça dérape et que vous sentiez une petite résistance, mais que ce soit pas difficile de les toucher ensemble. Je trouve que c'est ça qui a fait le meilleur ajustement. Et pour faire cet ajustement-là, ben, bien sûr, le haut de la courroie va dans le moteur et le bas de la courroie passe dans une petite roulette. Puis ensuite, ce truc-là se visse dans le guide en métal. Puis on fait juste le pousser. Puis ensuite, on le visse en même temps. Puis ça devrait donner un ajustement qui est bien. Donc ça aussi, c'est un petit peu de l'essai-erreur. Sauf que plus vos ajustements sont semblables sur tous les axes, mieux ça va être. Donc ça, l'ajustement des chariots, l'ajustement des courroies, donc l'ajustement des axes, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. C'est super important. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre quelque chose qui fonctionne et quelque chose qui ne fonctionne pas. Ensuite, je veux vous parler de l'extrudeur. Sauf que vu que c'est comme du mauvais côté, on est du côté du stepper. On va faire la même petite technique que tantôt. On va aller sur mon tableau. Donc encore une fois, j'ai pris une photo. Donc je vais vous zoomer ça un peu. Donc ça, c'est le haut de l'imprimante. Ça, c'est le bas de l'imprimante. Le filament rentre en haut. Il va entre une petite roulette et un engrenage. Et ensuite, ça va donc dans le tube blanc qui va jusqu'à la tête d'impression. Donc, même chose ici. J'ai le filament qui rentre, la petite roulette, l'engrenage, et au départ, il y avait un guide en plastique, donc ça aidait à aligner le filament, sauf que ce qui se produisait, c'est que le filament, il descendait, puis ensuite, il faisait ça comme ça. Il essayait de sortir sur le côté, donc ça fonctionnait pas super bien. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai complètement enlevé le guide, puis j'ai juste fait monter le tube PTFE juste ici, donc le tube blanc, comme vous pouvez voir. Maintenant, il se rend jusqu'en haut, donc il passe à travers son petit coupleur, peu importe, donc c'est cette pièce-là ici. Puis ensuite, il va jusqu'en haut, presque jusqu'à l'engrenage. Donc, vous voyez, il va le plus haut possible sans toucher à l'engrenage. Donc, c'est pas ce gros engrenage-là. Il y a un plus petit engrenage ici qui fait contact avec le filament. Mais bref, grâce à ça, maintenant, c'est super facile de faire rentrer du filament. Avant, c'était super difficile, ça accrochait partout. Donc, maintenant, tout ce que je fais, c'est... Donc, imaginons que cette pièce-là, elle est en 3 dimensions comme ça. Ben moi, ce que je fais, je regarde de ce côté-là, ici. Puis, avec une petite pince, j'aligne le tube blanc avec le filament que je fais entrer en haut, puis ça me prend genre 5 secondes et mon filament il est bien rentré. Parlant de filament, la buse qui est une copie de la E3D Volcano, elle déborde vraiment facilement. Je sais pas si c'est parce que c'est une copie qui est moins bonne, je sais pas si c'est juste parce que c'est un design qui est comme ça. Comme je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur cette imprimante, j'ai eu beaucoup de problèmes de débordement. Donc moi, par exemple, à un moment donné, la buse est allée s'écraser dans le plateau, puis là, ben, il n'y avait pas de plastique qui pouvait sortir, fait que le plastique a juste débordé, ça a bouché, il fallait que je démonte la buse au complet, que je prenne une torche au butane, puis que je fasse tout fondre le plastique manuellement. Puis c'est désagréable, ça devrait pas arriver. Et là, après ça, j'ai continué de faire des tests d'impression, puis j'avais quand même des problèmes de débordement, même si ça ne s'écrasait pas dans le plateau. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça bloque toujours? Puis j'ai lu un peu, puis je me suis rendu compte qu'avec cette tête d'impression-là, faut pas mettre trop de rétraction parce que le plastique il est trop chaud, puis il se colle à une paroi, puis ça bloque tout. Donc, je mets seulement 2 mm de rétraction. Depuis que j'ai juste mis 2 mm, c'est quand même peu 2 mm, mais depuis que j'ai mis ça, j'ai pas eu de problème avec des bouchons. J'ai essayé 3 mm, puis j'ai eu un autre bouchon. Donc, est-ce que même à 2 mm, ça fait juste attendre puis ça va arriver? Je ne sais pas. Pour l'instant, 2 mm, ça a fonctionné pour moi. Donc, ça prend très peu de rétraction avec cette tête d'impression-là, du moins dans mon expérience à moi. Donc, laissez-moi vous montrer tout ce que j'ai construit, vous expliquer qu'est-ce que j'ai modifié un petit peu. À savoir que à peu près tout ce que vous voyez qui est rouge ici, c'est toutes des essais et erreurs avec cette imprimante-là. Donc, voilà. Ici, vous avez un bel exemple de l'importance d'ajuster les axes. Vous voyez que mon périmètre ne touchait même pas ma surface intérieure. Et ça, c'est pas dû à un paramètre, c'est vraiment que mes axes étaient tellement mal ajustés que ça faisait n'importe quoi. On a ici le premier benchy que j'ai fait, le numéro 1. Puis lui, c'était avec Repetit Host que j'avais fait ça, puis c'était OK. Pas extraordinaire, mais je veux dire, il était pas mauvais non plus. Donc ça, c'était quand même pas si mal. Sauf qu'après avoir imprimé ça, il n'y a plus rien qui voulait fonctionner avec Repetit Host. Donc c'est là que j'ai un petit peu abandonné. J'ai essayé de faire mes paramètres Cura, j'y suis pas trop arrivé. Puis j'ai pas mis plus d'efforts là-dessus parce que j'ai acheté Simplifier 3D et j'aime beaucoup ce logiciel. On va en reparler un petit peu tantôt et on va surtout en reparler dans une vidéo
spécialement pour parler de Simplifier 3D. Donc, expliquer comment il fonctionne et expliquer ce que j'aime beaucoup de ce logiciel-là comparé aux autres que j'ai pu tester. Ensuite, j'ai fabriqué ce petit cube avec une très mauvaise layer adhesion. Donc, vous voyez de la séparation entre les différentes layers. Si je zoome ici, regardez, ici, c'est comme séparé un peu. Puis, en fait, juste en tirant un petit peu, j'ai réussi à faire exploser le dessus. Puis, on voit l'intérieur. Donc, ça, c'était un peu étrange comme problème. Je comprenais pas trop pourquoi. Ensuite, j'ai imprimé celui-là. Et le problème avec celui-là, c'est que, en fait, il est même pas carré. Donc, ça, c'était un problème avec mes axes. Ça, c'était le troisième que j'ai imprimé. Ensuite, quand j'ai réparé mes axes, je me suis mis à tester avec des petits benchy. Donc, je faisais juste imprimer la base. Puis si la base ne fonctionnait pas, je recommençais avec de nouveaux paramètres. Et j'ai réussi à faire celui-là. Donc, ça, c'est le quatrième que j'ai fabriqué. Et je vais juste vous montrer en dessous du petit collant. Vous voyez que la première layer, elle est OK, mais elle n'est pas extraordinaire. Donc, vous allez voir la progression de ça tout à l'heure. Mais vous voyez que la coque du bateau, elle est OK, pas trop de problème. Sauf que la surface du dessus, il y a vraiment des trous dedans. Ça, c'est pas super. Donc, ça, c'était un truc à corriger par après. Donc, ça, c'était surtout après avoir ajusté mes axes. Je n'avais pas modifié tant de paramètres après ça. Ensuite, après avoir ajusté des paramètres, donc j'ai ajusté la vitesse, j'ai ajusté le nombre de top layer, le nombre de bottom layer, puis ça m'a donné quelque chose qui est quand même pas si mal. Donc ce cube-là, je le considère comme étant quand même assez bien. Regardez, vous voyez, on voit très bien les lettres. On a une très bonne adhésion de chaque couche. Pas de problème là-dessus. Donc ça, c'est un cube qui m'a très bien satisfait. Et après cette impression-là, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'imprimer le benchy le plus rapide possible. Et ça nous amène à ma 6e impression. Et regardez ça. Le benchy, il n'est pas exactement beau, OK? Il a définitivement des défauts. Regardez ici. On voit qu'il est loin d'être parfait, genre cette section-là ici. Mais vous savez combien de temps qu'il a pris à imprimer celui-là? Ça a pris 24 minutes. 24 minutes, c'est vraiment pas long, considérant que mon très beau benchy que j'ai fait ici avec la Creality CR10, je pense qu'il m'avait pris environ 1h30. Et là, regardez la différence de qualité entre les deux. Lui, je le considère presque parfait. Lui, bien sûr, on le sait, il a ses défauts, ça paraît. Disons que lui, je lui donne une note de 95%. Probablement que lui, je lui donnerais une note de 65-70%. Mais le temps, 1h30, 24 minutes. Donc, la différence de temps versus la différence de qualité, moi, je suis quand même très impressionné avec ça. Si je ne me trompe pas, je l'ai imprimé avec une vitesse maximale de 200 ou 300 mm/s. Je suis désolé, je me souviens plus exactement. La vitesse maximale, elle est rarement atteinte, par contre, parce que pour les différents types de layers, j'ai un pourcentage de vitesse que je lui dis de respecter. Ça permet donc d'avoir une meilleure qualité overall. Mais bref, il y a plusieurs endroits où est-ce qu'il imprimait à près de 100-150 mm/s. Puis ça a quand même donné un truc pas si mal. En 24 minutes, on part d'un fichier sur l'ordinateur à un truc en 3D. Donc, si vous voulez faire du prototypage sur une pièce que vous avez designée, c'est une des façons les plus rapides de pouvoir prendre le fichier sur l'ordinateur et tout de suite le transformer en un objet en 3D. Et ainsi, vous savez super vite si vous devez apporter des modifications ou si c'est bien, c'est convenable, c'est déjà prêt à faire la version finale. Ensuite, j'ai fait ce benchy. Donc, ce benchy, je l'ai fait moins vite. Et malgré le fait que je l'ai fait moins vite, peut-être qu'il m'a pris environ 30 minutes celui-là, il y a quand même des trous sur la surface du dessus. Donc, moi, ça ne me satisfait pas. Je n'ai pas le goût d'avoir ça. Mais si je vous montre la layer du dessous, en fait, même sur celui que j'ai imprimé super vite, si je vous montre la layer du dessous, vous voyez que c'est assez excellent. Donc, si je vous montre celle après, c'est à peu près la même chose. Genre celle-là, ça s'approche beaucoup de la perfection. Et la raison pour ça, c'est que même si je fais imprimer le bateau quand même vite, la première layer, je la fais aller super lentement, genre 5 à 10% de la vitesse que j'écris, la vitesse maximale. Donc 5 à 10% de, par exemple, 200 mm/s, c'est quand même lent. Donc ça fait des super bonnes premières layers. Puis ensuite, maintenant que la base est bien faite, on peut accélérer pour le reste. Ensuite, j'ai fait d'autres tests. Ici, j'avais encore des petits trous sur la surface. J'aimais pas ça. Ensuite, un autre test, la même chose. Ensuite, j'ai fait celui-ci, pas de trous sur le dessus, sauf que celui-là, c'est celui que j'avais testé avec 3 mm de rétraction au lieu de 2 et ça a bouché. Donc ça s'est mis à imprimer dans le vide, puis voilà, ça n'a pas fait un bon résultat. Donc j'ai arrêté, puis j'ai recommencé. Et enfin, j'ai réussi à imprimer celui-ci qui est mon meilleur jusqu'à présent. Donc ça s'approche beaucoup de la perfection, ça s'approche beaucoup de celui que j'ai fait avec la Creality CR10. Donc si on regarde sur les côtés, la coque, elle est très belle.
Donc, pas vraiment de problème là-dessus. En arrière, on voit presque les lettres. Donc ça, c'est super difficile pour les imprimantes 3D à faire afficher le texte sur le côté comme ça, surtout qu'il est très petit. Mais bref, on est quand même capable de voir qu'il y a un petit peu de détails. La layer du dessous, c'est à peu près parfait. Si on regarde sur le dessus, j'ai pas de trou. C'est quand même vraiment pas si mal. Donc là, j'essaie de vous trouver de la luminosité, mais vous voyez, il n'y a pas de trou sur le dessus. Les overhangs, ça s'est assez bien passé. Si je vous montre partout, là, tout le tour. Voilà, c'est vraiment pas si mal. À savoir que ce Benchy s'est imprimé en environ 35 minutes. Donc, ça, c'est 35 minutes et ça, c'est 24 minutes. Donc là, je les ai mis les deux un à côté de l'autre. Il faut surtout regarder les portes. Donc ici, c'est beaucoup plus rough que ici. Ça, c'est beaucoup plus smooth, beaucoup plus doux. Mais ça prouve à quel point c'est quand même pas si mal quand on le fait aller super vite. Et ensuite, on va un petit peu moins vite. Vitesse maximum de 125 mm/s ici. Puis ça nous donne un bateau qui ressemble quand même beaucoup à celui que j'ai fait avec la Creality CR10. C'est très, très, très semblable en fait. Donc là, c'est pas la même couleur, c'est pas le même type de réflexion non plus, donc on voit pas super bien, mais vous êtes capable de constater quand même que c'est très, très, très semblable. Donc maintenant que j'ai réussi à voir ça, je suis beaucoup plus confiant en l'imprimante. Je sais beaucoup mieux comment elle fonctionne, quels paramètres vont influencer quel aspect. Donc ça aide beaucoup de bien ajuster l'imprimante, mais c'est aussi une grande question de paramètres. Alors je pense que je vais faire une vidéo séparée pour parler de tous les paramètres que j'ai fait dans Simplify 3D, parce que sinon ça va faire une vidéo qui est vraiment trop longue. Aussi dans cette vidéo-là, je vais vous parler de l'ajustement de l'axe des Z, parce qu'un axe des Z qui est mal ajusté, ça fait que soit qu'on imprime trop haut, soit qu'on est trop collé sur le plateau. Donc je vais vous expliquer comment que j'ai fait pour arriver à un ajustement qui est correct. Puis dans cette vidéo-là aussi, je vais parler des autres paramètres, donc les contours, les top layers, les bottom layers, température du plateau, température de l'extrudeur. Et aussi pour cette vidéo-là, j'imprimerai d'autres trucs, donc pas juste un bateau puis un truc de calibration XYZ, je vais essayer d'imprimer d'autres choses. Et ainsi, je pourrais mieux vous expliquer quels paramètres influencent quoi dans Simplify 3D sur votre impression finale. Ah oui, aussi, je voulais vous dire, il existe un truc ça s'appelle un TL Smoother. Voilà, TL Smoother. Et ça, c'est sur AliExpress. J'en ai pas trouvé des comme ça sur GearBest et sur Banggood. Banggood, ils ont une version semblable à ça, mais plus chère, puis c'est pas exactement la même sorte. Ça, c'est donc 13 $ canadiens, ce qui est environ 8-9 €. Et essentiellement, ce que ça fait, c'est que sur des imprimantes Delta, vu qu'on a de longs bras en plastique comme ça, les vibrations des stepper motors sont vraiment beaucoup amplifiées dans la tête d'impression. Puis, je vais essayer de vous le montrer sur un des bateaux. Si on regarde la réflexion, on est capable de voir que, par exemple, ici, on a des genres de cercles. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la réflexion, mais ça fait vraiment comme des petits ronds. Et avec des TL Smoother qui vont essentiellement rendre plus doux le mouvement des stepper motors, on va être capable d'avoir de meilleurs résultats. Donc, je pense que ce qui était recommandé, c'est on en met 2 sur chaque moteur, pour chaque axe et même l'extrudeur. Et c'est pas très très difficile. On part de la board, puis ensuite on branche un truc comme ça, ensuite on branche un autre truc comme ça, et ensuite on branche le moteur. Donc, c'est super simple à installer. Puis, je pense qu'on le voit surtout sur cette image-là. Je vais vous zoomer dessus. Vous voyez les genres de petits ronds que je vous parlais sur mon bateau? Ça peut les éliminer. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est une upgrade que j'aimerais beaucoup faire. Je vais peut-être la faire. Ça serait quand même très intéressant. Même si on le voit, ça fait des petits ronds, puis ici, ça n'en fait pas. Ce que ça semble faire, c'est que ça adoucit le signal. Donc, vous voyez ici, on a une genre de petite encoche, là, c'est une imperfection, puis ici, c'est beaucoup plus doux. Entre les deux photos, on dirait qu'il y a comme un déphasage. Donc, je ne sais pas si c'est juste la photo qui n'a pas été prise au même intervalle ou s'il y a vraiment un déphasage en plus de corriger la douceur du signal. Mais bref, ça permet de rendre le signal plus smooth et ça met aussi des diodes flyback. Et les diodes flyback, c'est très intéressant parce que ça va empêcher qu'il y ait des retours de courant qui partent des moteurs et qui retournent dans la board électrique en haut, puis que ça puisse causer des problèmes ou que ça fasse des interférences ou des trucs du genre. Donc c'est une mesure de sécurité aussi, c'est assez cool. Donc voilà, je risque d'essayer de mettre la main là-dessus pour encore plus améliorer mes impressions. Mais bref, c'est pas mal tout. Donc mon impression sur cette imprimante-là, qu'il faut apprendre à la connaître pour pouvoir bien l'utiliser, je pense que ça se confirme pas mal. Donc, j'ai mis plusieurs heures dessus déjà et maintenant que je comprends mieux qu'est-ce qui fait quoi, je suis capable de modifier mes paramètres en fonction de ce que je connais pour avoir les résultats que je veux. Donc, bien sûr, plein d'autres vidéos à venir sur cette imprimante. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, si vous voulez rien manquer. Éventuellement, c'est sûr et certain que j'essaie de construire quelque chose de gigantesque. J'ai pas le choix, c'est une imprimante gigantesque, faut tester. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez hâte aux prochaines vidéos aussi. En attendant, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!